Bonjour à toutes et tous, bienvenue à cette première rencontre des deuxièmes journées de couture. Donc ici c'est donc l'atelier Post-Vérité. Je m'appelle Pierre Aski, je suis chroniqueur à l'Obs, et avec Xavier Delaporte qui est en face de moi, qui est également de l'Obs mais aussi de France Culture. Nous allons pendant ces 4 jours essayer d'explorer cette thématique. Qu'est-ce que c'est que la post-vérité, les fake news, les faits alternatifs, tout ça, ce sont des mots qu'on entend beaucoup dans le débat public depuis, en gros, l'élection de Donald Trump, qui a permis d'identifier ce phénomène qui aujourd'hui perturbe, déforment le débat public, mais qui sont des notions qui méritent quand même d'être interrogées, d'être décortiquées, d'être analysées. C'est ce que nous allons essayer de faire au cours de ces 4 jours, à la fois avec des praticiens, mais aussi des chercheurs, des analystes. On va aussi interroger le journalisme, parce que le journalisme doit aussi balayer devant sa porte. Il n'est pas exempt de reproches, et les citoyens, les lecteurs le lui font clairement savoir depuis longtemps. Tu dois un bouton. Monsieur travaille à la radio. Oui, c'est vrai. Mais on est très assisté à la radio. Bonjour à tous. Donc, effectivement, l'idée, c'était de faire intervenir à la fois des praticiens du journalisme. Là, par exemple, il y en a 3 autour de la table. Il n'y a plus de table, mais disons autour de l'absence de la table. Et aussi des gens qui... Donc, et à l'intérieur des gens qui font du journalisme, il y a des gens qui ont différentes pratiques journalistiques. Par exemple, vous allez le voir ici, puisque Samuel Laurent est un décodeur, par exemple. C'est un journaliste qui fait un travail particulier qu'il aura l'occasion d'expliquer. Mais il y a aussi des journalistes plus traditionnels qui font un travail classique de journaliste. Et on a essayé de mélanger ces gens-là avec des gens qui, eux, sont des observateurs soit du travail des journalistes, soit de la manière dont se diffuse aujourd'hui l'information. Par exemple, Nicolas Van der Bist, ici présent, fait ce type de travail, et il expliquera tout à l'heure à 11h quel travail il fait d'observation de la diffusion de l'information, qui passe aujourd'hui beaucoup par Internet. Donc on parlera aussi beaucoup de la manière dont Internet travaille la diffusion de l'information, et donc du coup aussi d'avoir des formes d'intervention qui sont un peu différentes. Aujourd'hui, on commence ce matin par un débat, mais il y a aussi des interventions plus sous forme de conférences. Ce sera le cas tout à l'heure de Nicolas, plus sous la forme de témoignages de manière de travailler, comme le fera Samuel Laurent tout à l'heure avec Pierre Aski. Et puis, on a aussi demandé à des gens un peu plus éloignés, a priori, de questions strictement journalistiques, de venir en discuter. Par exemple, demain, on accueillera Pierre Lagrange, qui est sociologue, et qui va faire son entrée là, et il ne sait pas qu'on le regarde. Voilà, c'est Pierre Lagrange. Et Pierre Lagrange, a priori, il travaille assez lointainement sur les questions d'information, puisque c'est un spécialiste des ufologues, donc des gens qui travaillent sur les ovnis. Mais ce qui interroge, au fond, derrière, la question de la vérité. Qu'est-ce que c'est que la vérité ? Science contre croyance, rationalité contre irrationalité, etc. Parce que c'est ce que ça interroge, au fond, c'est la question de la vérité. Qu'est-ce que c'est qu'un fait ? Qu'est-ce que c'est que la vérité, etc. Voilà. Donc on a décidé d'étirer cette question de la post-vérité, du fait, etc., le plus lointainement possible, et de mettre en commun donc des gens qui ont des pratiques très diverses sur cette même question du fait. Et aujourd'hui, donc, on commence par un débat que Pierre va vous présenter sur la question de l'élection présidentielle. Et je voudrais aussi saluer ceux qui nous suivent sur Facebook Live, parce que ce débat est retransmis en direct sur Facebook. Vous avez des caméras derrière vous qui permettent à des gens qui sont aux 4 coins du monde de suivre ce débat. Il y a un certain nombre de débats de ces 4 jours qui seront retransmis sur Facebook Live. Alors pourquoi on démarre avec les élections ? Parce que, comme je l'ai dit, la question de la vérité, de l'information, des fausses informations, de la désinformation est apparue au grand jour, d'abord avec la campagne du Brexit, puis très clairement avec l'élection de Donald Trump aux États-Unis, et tout le monde se posait la question. L'élection suivante importante, c'est celle de la France, la présidentielle,
puis la législative, qu'est-ce qui allait se passer? Est-ce que nous avons été, nous aussi, contaminés par ce phénomène? Est-ce qu'il a joué un rôle? Voilà. Et donc, nous avons ici des gens qui sont totalement en mesure de répondre à ces questions. Et je commence donc à ma droite avec Samuel Laurent, qui, comme l'a dit Xavier tout à l'heure, appartient à cette catégorie un peu particulière de journalistes aujourd'hui qui débusque la fausse information, et qui la fact-check, comme on dit en mauvais français, donc qui vérifie les faits. Et Le Monde a créé une plateforme dédiée à cet égard qui s'appelle les décodeurs, que ceux d'entre vous qui fréquentent le site du Monde doivent connaître, parce que c'est un endroit où on va assez spontanément lorsqu'on veut savoir si une information qui circule est vraie ou fausse, puisqu'il y a toute une équipe qui fait ça. À ses côtés, Hélène Becmézian, qui est rédactrice en chef adjointe du site du Monde, mais qui, juste avant, couvrait l'activité parlementaire pour le Monde, et qui en a fait un livre qui a un très beau titre, « J'irai dormir à l'Assemblée », tout un programme, et qui est bien placé justement pour parler aussi de la manière dont la couverture par les journalistes de la vie politique peut ou ne peut pas poser problème. Donc, à ses côtés, Nicolas Van der Bist, qui nous vient de l'Université catholique de Louvain, donc en Belgique, qui a un blog qui s'appelle Reputatio Lab, et qui, justement, pendant la campagne électorale française, nos amis belges ont beaucoup observé, a levé quelques lièvres et a exercé son art d'essayer de comprendre comment comment se créent les phénomènes de désinformation ou de manipulation sur Internet, et il en a relevé quelques-uns, donc ça sera extrêmement intéressant. Et puis à ses côtés, Hamdan Mostafavi, qui est rédactrice en chef depuis peu de Courrier International, partenaire de ce festival, et qui pourra nous donner aussi cet éclairage international qui est très important pour comprendre ce phénomène, puisque c'est évidemment pas un phénomène franco-français, c'est un phénomène mondial, c'est un phénomène, comme je l'ai dit, qui est apparu vraiment dans notre écran radar avec l'élection américaine, et d'ailleurs une partie de la désinformation qui a pu avoir lieu pendant la campagne française venait via les États-Unis, puisqu'il y a eu des réseaux qui se sont mobilisés, donc on en parlera. Peut-être commencer par Samuel. Pendant cette campagne, est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu beaucoup de tentatives de désinformation, de manipulation? Est-ce que les décodeurs ont fait des heures supplémentaires? Et d'une certaine manière, quel impact ça a eu? Ça n'a pas changé le résultat de l'élection, contrairement à ce qui s'est passé aux États-Unis, où ça a pu jouer un rôle. Pas unique, mais ça a pu jouer un rôle dans l'élection de Trump. En France, on a bien vu que ça n'a pas été le cas, mais est-ce qu'il y a eu ce phénomène? Alors bonjour. Donc pour la campagne présidentielle française, je dirais qu'il faut distinguer, en fait, quand on parle de fake news. Moi déjà c'est un terme que j'aime pas beaucoup parce que je pense que c'est un terme qui est piégeux. D'ailleurs Trump l'a très très vite retourné contre la presse américaine. Des intox et des manipulations, il y en a eu largement avant la campagne présidentielle de 2017. Il y en a eu, moi c'était ma 3e campagne présidentielle, il y en a eu aussi en 2007 et en 2012. Donc quelle est la nouveauté ici? C'est peut-être deux choses, c'est peut-être la force des réseaux sociaux et donc la capacité de ces fake news à se diffuser, et c'est l'influence peut-être de pays étrangers, effectivement, dont notamment les États-Unis et notamment la sphère d'extrême droite américaine qui avait soutenu Trump, qui est peut-être revenue à la charge. Mais c'est vrai que y a eu des rumeurs notamment sur Emmanuel Macron qui était un peu la cible à la fois de la gauche et de la droite, puisqu'il était plutôt au centre et qu'il était un peu du coup la cible des deux camps. Maintenant, moi j'ai pas eu l'impression dans cette campagne qu'il y ait eu finalement une déferlante. On s'attendait peut-être à une déferlante à l'américaine avec des centaines et des centaines de faux et de rumeurs. Il y en a eu évidemment, mais je pense qu'il faut mesurer les choses. Je pense qu'on est en France et pas aux États-Unis, et qu'on n'a pas connu tout à fait effectivement le même phénomène que les États-Unis ont pu connaître, ce qui peut s'expliquer par une foule de raisons. Est-ce que tu peux donner des exemples de grosses fausses informations ou tentatives de manipulation?
Alors, la plus grosse qu'on ait vue, c'était quelques jours avant le premier tour. Donc ça venait des États-Unis et c'était un faux compte de Macron aux Bahamas c'était aux Bahamas ou au Caïmans, je sais plus, qui là venait très clairement des sphères d'extrême droite américaine, notamment d'un activiste qui s'appelle Jack Posobiec qui avait beaucoup poussé ça sur les réseaux. Et ce qui était intéressant, c'est de voir la puissance de relais que ça peut avoir quand c'est porté par les Américains et par les militants américains, avec aussi des effets assez rigolos qui étaient que vous aviez ces communautés de gens qui parlaient pas français, qui essayaient de diffuser des infos, des intox en français, qui du coup écrivaient ça dans un français très approximatif ou avec pas les bonnes références, avec une vraie volonté d'influencer l'élection, mais pas forcément les moyens de le faire. Après, on a eu des choses beaucoup plus classiques alors notamment nous, la rumeur contre laquelle on s'est pas mal battu, c'était une rumeur qui attribuait à Emmanuel Macron la volonté de faire payer un loyer aux propriétaires qui avaient fini de rembourser leur maison, qui en fait est une très vieille rumeur qui date de 2012 au moins, donc moi j'ai retrouvé jusqu'à 2012, et qui a été beaucoup poussée notamment par les cercles fillonistes contre Emmanuel Macron. Ce qui est intéressant avec cette rumeur-là, c'est que vous avez tout à fait le phénomène de la rumeur, c'est-à-dire qu'une fois qu'elle était installée, vous avez beau l'avoir démenti plusieurs fois, ça revient, et des tas de gens finissent par vous dire non mais je crois pas vraiment votre démenti, je pense qu'il peut quand même le faire, même s'il a dit qu'il le ferait pas, rien ne prouve qu'il ne le fera pas, etc. Maintenant, encore une fois, moi j'ai souvenir de choses un peu similaires en 2007 ou en 2012 contre l'un ou l'autre des candidats. Donc là aussi, il faut arriver à distinguer ce qui est nouveau de ce qui a toujours été dans ces campagnes présidentielles. Nicolas, même question, de ton point de vue, de ton poste d'observation belge, qu'est-ce qui t'a marqué pendant cette campagne électorale dans ce travail que tu entreprends ? C'est plus ou moins la même chose, c'est-à-dire effectivement il n'y a pas eu un déferlement. Si on fait un peu le compte de rumeurs qui concernent un candidat spécifiquement, on a autour de 15 rumeurs. C'est pas énorme. C'est-à-dire il y a davantage pour moi un phénomène de framing, de cadrage de l'info qu'un phénomène de fake news. Si on regarde la production des gens d'extrême droite ou de ce qui s'appelle la patriosphère, qui brasse large, mais ils font davantage un cadrage de l'information que de la fake news pure et dure. Maintenant, c'est clair et net qu'il y a eu un appel d'air venu des États-Unis. Pensez un peu, vous êtes militant. Vous venez d'apprendre qu'aux États-Unis, Trump vient d'être élu par les fake news. Vous voulez que votre candidat gagne, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez quand même imaginer une ou deux fake news. Et également aussi des tentatives très professionnelles. Ce qui est marrant, c'est très amatrice dans certains aspects, mais aussi très professionnelle dans d'autres. C'est-à-dire, je vais prendre un exemple, mais qui est une rumeur d'ailleurs qui a fonctionné. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette rumeur comme quoi Macron se lavait les mains. Quelque chose qui quand même avait un peu comme du sédiment comme ça, c'est-à-dire on en parle de temps en temps. L'histoire, c'est Emmanuel Macron avait visité un port de pêche et donc il avait tenu du poisson et ensuite il avait été filmé en train de se laver les mains. Et cette image de Macron se lavant les mains avait été détournée en disant dès qu'il serre la main des ouvriers, il va se laver les mains parce qu'il n'aime pas le contact des ouvriers, etc. Et quand il est arrivé à l'usine, c'était Whirlpool, voilà, à Amiens, il y a des ouvriers qui lui ont dit de toute façon vous voulez pas nous serrer la main, et tout d'un coup son équipe s'est rendu compte que il y avait des gens qui avaient pris ça au premier degré et qui pensaient que effectivement les images qui le montraient en train de se laver les mains après avoir touché du poisson, c'était effectivement son refus de serrer la main des ouvriers. Donc, Et quand on observe alors, parce que nous, comment est-ce qu'on fait en fait, on voit une rumeur qui éclot, après on récupère toutes les traces sémantiquement, Macron, main et des trucs comme ça, et on revient dans le temps pour voir comment est-ce qu'elle a évolué à travers le temps. Et on voit vraiment des sédiments, donc de gens qui parlent, etc., notamment cet ancien article du Gorafi qui le mentionnait. Et puis on voit le Gorafi, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site parodique. Donc c'est un site qui va inventer des informations loufoques pour faire rire, mais qui parfois sont reproduites par d'autres plateformes et rentrent dans le circuit de l'information dite sérieuse. Et ça pose un vrai problème parce que la frontière n'est plus étanche entre la parodie et la réalité. Et plus ou moins une semaine avant les faits, on observe un grand pic, mais un grand pic à l'échelon de juste cette mention-là, donc de Macron. Par rapport à la présidentielle, franchement, si j'avais été dans les équipes, j'aurais jamais vu cette rumeur, j'aurais pas fait attention ni rien. C'était presque lambda, mais de quelqu'un qui vient de l'extrême droite et qui a posté la vidéo
une vidéo où on le voit effectivement se laver les mains dans sa voiture et discuter avec quelqu'un en disant c'est des gens sympathiques, nanana, mais toujours en se lavant les mains. Et elle est incroyable. Et moi, je discutais avec quelqu'un qui me dit oui, mais elle n'est pas fausse la vidéo, regarde, elle existe. Qu'est-ce qu'il y a de faux dedans? Elle est véritable, mais en fait, c'est l'histoire d'avant. C'est encore une fois cette histoire de cadrage. Où on cadre l'information, c'est-à-dire on va montrer qu'un seul bout et on va pas montrer le reste, et du coup ça subsiste en tant que trace, et ça c'est très intéressant. Et alors là-dedans on voit que c'est professionnel en quoi. En fait, cette vidéo elle provient d'un JT qui a eu lieu sur France 3, avec tout le respect que j'ai pour France 3. C'est pas le truc le plus mainstream au monde, surtout qu'elle date de mai 2016. Donc je sais pas si, bon, je suis d'accord qu'on est tous venus des archivistes en chef un peu sur le web, mais quand même quelqu'un qui va trouver une vidéo de Macron en mai 2016, la cadre, la met et puis la remet en tant que trace dans le flux actuel, etc. Ça dénote quand même une certaine professionnalité. Et de la même façon dans les équipes de riposte, donc c'est des équipes sur les réseaux sociaux qui sont en fait gérées par les candidats, par l'équipe numérique des candidats, pour à un moment faire une espèce de raft, c'est-à-dire en gros aller massivement sur les réseaux sociaux pour publier en même temps et pouvoir atteindre les tendances émergentes de Twitter. Les tendances émergentes, en fait, c'est le sujet qui est le plus discuté du moment, mais pas par rapport à une situation antérieure. Voilà. Cela le poussait aussi. Mais quand on va voir la rumeur des Bahamas, qui dans l'opérationnalité est professionnelle, mais après on va voir le document, le vrai document, c'est un faux grossier, qui fait qu'en fait en 6 heures durant la nuit, les équipes de Macron peuvent faire le fact-checking de ça. Donc il y a à la fois cette professionnalité, mais avec toujours de l'amateurisme complet, vraiment. Oui. En fait, à vous écouter, effectivement, on a un vieux phénomène qui trouve aujourd'hui une caisse de résonance et un amplificateur par la place centrale, compris Facebook, Twitter, les réseaux sociaux, dans la diffusion de l'information. Et qu'à l'arrivée, on est dans cette logique ancienne qui est diffamer, il en restera toujours quelque chose. Non, c'est pas ça? C'est ça. Et j'ai un peu discuté avec d'autres pays et autres, mais par exemple en Roumanie, ils n'ont pas Twitter qui est très populaire chez eux. Et ils ont d'autres techniques pour faire exactement la même chose. C'est-à-dire qu'ils ont toujours besoin de créer plus ou moins une espèce de cheval de Troie, la rumeur, qu'ils vont essayer de propulser dans l'espace public et médiatique. Et ils trouvent toujours des moyens. Et l'État islamique fait exactement pareil. Il crée sur Telegram, le propage après publiquement sur Twitter et Facebook. Et en Roumanie, par exemple, là où il n'y a pas Twitter, ils utilisent les blogs et des blogueurs qu'ils payent pour publier publiquement et le mettre dans l'espace public. Et donc ils recherchent toujours cet espace public. Pourquoi ? Parce que si on veut disséminer par des réseaux, par Facebook, c'est très très dur. Imaginez, vous êtes dans une espèce d'usine à trolls russe et autres, et vous devez propulser une rumeur dans l'espace français. Vous connaissez absolument personne. C'est comme si je vous demandais maintenant créer une rumeur à Bruxelles. Vous connaissez personne à Bruxelles. Comment est-ce que vous allez le faire circuler ? Donc ils sont obligés d'avoir des logiques publiques où ils vont comprendre un certain écosystème dans lequel ils vont pouvoir donner des armes, et c'est cet écosystème-là, avec de vraies personnes, qui va, elles, propulser dans l'espace médiatique public. Et donc, malgré les pays, malgré certaines disparités, c'est toujours les mêmes schémas qu'on observe. Alors, Hélène, là, je disais, tu es maintenant rédactrice en chef adjointe du site, donc dans un flux d'informations en période électorale où ça va vite, où il y a évidemment de la concurrence entre les plateformes. Est-ce qu'il y a une vigilance particulière ? Est-ce qu'il y a un sixième sens qui s'est allumé par rapport à ces informations qui circulent et dont certaines se retrouvent effectivement dans le flux et avec ce passage entre le vrai et le faux? Oui, mais effectivement, comme disait Samuel, ce sixième sens, il ne s'est pas vraiment allumé au cours de cette présidentielle-là. Et d'ailleurs, il ne s'est pas forcément allumé sur des sujets politiques. Nous, on a un outil qui s'appelle le live, que beaucoup de sites utilisent, qu'on a été peut-être un des premiers à vraiment utiliser massivement quand il y avait des informations type tremblement de terre, enfin des grandes informations. Et même dans ces cas-là, on a tout de suite, dès le début, préféré arriver second, troisième, voire dernier sur une info, mais avec une information sûre et vérifiée. Et cet outil du live nous force, nous aussi, parce qu'on a des internautes,
des lecteurs qui nous posent des questions. Donc on voit concrètement, on a comme le fil Twitter, on a un fil de questions qui arrivent. Donc on voit les questions que posent les gens. On voit effectivement ça vaut aussi pendant les résultats, pendant la campagne politique, où on voit plein de questions. Les gens disent « Ah, telle rumeur, j'entends telle rumeur, est-ce que vous pouvez vérifier, est-ce que vous pouvez vérifier ?» Et nous, on a appris déjà on a appris. On dit je ne sais pas, on dit quand on ne sait pas, on dit quand on n'est pas sûr, on dit quand on est en train de vérifier l'information, on essaye de jouer beaucoup ce rôle de transparence, et d'après les retours qu'on a des lecteurs, c'est plutôt quelque chose qui plaît. Et donc oui, on est très vigilant, d'autant plus effectivement en campagne présidentielle, d'autant plus parce qu'on sait qu'on est le Monde, et moi quand j'étais à l'Assemblée, il y a beaucoup de députés qui m'ont dit quand quelque chose est écrit dans le Monde, c'est vrai. Et donc on a une force qui est peut-être plus parce qu'on reste le média de référence, parce qu'après les autres médias nous citent, donc on doit être d'autant plus vigilant pour être très prudent et s'il le faut, être plus lent que les autres, mais être sûr de l'information qu'on donne. Et je crois qu'on n'a pas été pris en défaut dans cette campagne pour avoir relayé des fausses informations, que ce soit sur des sujets politiques, que ce soit sur des sujets terroristes. Je pense par exemple à l'attaque qu'il y a eu sur les Champs-Élysées quand il y a un policier qui a été tué. Ça s'est passé en plein pendant un débat de la présidentielle. Je crois que c'était où ils étaient 5, je ne sais plus lequel débat c'était. Et en direct à la télévision, David Pujadas a dit des choses qui étaient fausses. Il a dit qu'il y avait un deuxième policier qui avait été tué. François Fillon a aussi dit des choses qui étaient fausses. Et nous, pendant ce temps, on tenait un live également. Et voilà, c'est typiquement ce genre d'exemple où... et c'est difficile parce qu'il y a une pression. Parce que nous aussi, après tout, on se dit, mais David Pujadas, France 2, le service public, c'est pas n'importe quoi. Donc on voit que tout le monde donne une information qui est erronée. Et c'est difficile ça demande quand même de la résistance, de dire non, nous on n'a pas vérifié cette info, on refuse de vous la donner, on n'a pas vérifié cette info. Et est-ce que ce flux de questions qui vient des lecteurs sur le live, est-ce qu'il alimente par exemple l'intervention des décodeurs? Oui, bien sûr. Si vous voyez la même rumeur qui revient 10 fois, vous dites faut déclencher peut-être... C'est exactement ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on est plusieurs à suivre le live, donc il y a les décodeurs qui sont vraiment sur vérification d'infos, remise en contexte, certains qui scriptent, qui vont taper ce qui se passe à la télé, puis d'autres, par exemple moi quand je garde un rôle de supervision, où je garde un œil sur les questions, et on se parle et on se dit oui, bon t'as vu cette question, ça fait 10 fois qu'on nous la pose, peut-être il faudrait la mettre dans le live pour y répondre, pour dire soit je ne sais pas, soit c'est faux, soit... Et donc oui, c'est important aussi de ne pas ignorer, de pas dire non mais c'est n'importe quoi, et de ne pas mépriser, de ne pas ignorer quand ça devient quelque chose de massif et quand visiblement il y a des dizaines de personnes qui se posent la même question, il faut qu'on apporte une réponse. Alors Hamdan, on parlait de Trump, est-ce qu'avec le recul, parce qu'en novembre, on a dit Trump a été élu grâce aux fake news. Bon, ça a l'air un petit peu plus compliqué que ça avec le recul, même si ça a pu jouer un rôle et que le phénomène a été beaucoup plus massif dans la campagne américaine. Peut-être aussi parce que le poids de Facebook y est encore plus important qu'en France et que c'est le relais numéro 1 de ces fausses informations. Mais comment est-ce qu'aujourd'hui on peut analyser le phénomène tel qu'il est apparu aux États-Unis ? Oui, aux États-Unis, la différence qu'il y a aussi par rapport à la France, il y a deux éléments. Il y a le fait de la méfiance des médias traditionnels. Trump a beaucoup joué là-dessus, sur le fait que le New York Times, qui est quand même une institution comme Le Monde le serait ici, que le Washington Post diffusait des fausses informations. Et en face, il avait cette machine de propagande qui n'a pas été équivalente en France, avec des sites comme le site qui s'appelle Breitbart News, où là, il y a 23 millions de personnes par mois qui consultent ce site, et qui, finalement, c'est un site de l'extrême droite américaine, enfin, ce qu'on appelle l'alt-right aux États-Unis, où là, cette bataille médiatique, on ne retrouve pas l'équivalent en France, en fait, parce que là, c'est des outils de propagande, quasiment, qui sont beaucoup plus forts là-bas qu'ici. C'est clair qu'on a un outil, les réseaux sociaux, absolument génial, où tout le monde peut publier n'importe quoi. Si moi j'ai envie de publier un truc, je le publie. Bon, il n'y aura peut-être pas beaucoup de gens qui vont le voir au début, ça oui. Et puis après, tout d'un coup, on devient un Breitbart. Mais en fait, on a une possibilité, un usage que vous, moi, on en a tous la possibilité, mais on ne l'utilise pas.
On ne l'utilise pas parce qu'en fait, on remarque que les gens qui sont dans la radicalité, dans l'extrême droite, etc., publient mais 20 à 30 fois plus que des gens normaux. Et donc, en fait, finalement, on est dans une espèce de ce que Gérald Bronner, un sociologue, dit, la libéralisation du marché cognitif, c'est-à-dire, en gros, maintenant, c'est plus de l'information forcément, c'est du contenu. On vend du contenu. Et parmi ce contenu, tout peut circuler, du faux et du vrai, etc. Et ben, dans ce marché-là, plus ou moins libéral, puisque chacun peut publier n'importe quoi, on est dans un marché où, finalement, on a beaucoup plus de produits d'extrême droite et de radicalité, anti-vaccin, féminisme, plein de choses, où eux prennent davantage la parole que les gens qui sont neutres. Et donc, on ne publie pas. Et c'est la même chose, il y a des études qui prouvent aussi dans les débats, particulièrement autour de Trump, quand les gens sont neutres et postent un avis neutre, ils reçoivent 10 à 15 avis de militants d'extrême droite ou d'extrême gauche ou autre, et donc, du coup, n'ont plus envie de reposter. Et donc, finalement, c'est de plus en plus les gens qui sont neutres qui publient moins. Et donc, dans la libéralisation, finalement, on a beaucoup plus d'extrêmes qui parlent que d'autres. À ce stade, je voudrais faire intervenir Patrick Evenot, qui est dans la salle, je ne sais pas, voilà, qui est là. Patrick Evenot est historien des médias. Il a notamment commis une histoire définitive du journal Le Monde, donc il est un petit peu ici chez lui. Mais il est aussi président de l'Observatoire de la déontologie de l'information, qui est donc bien placé aussi, un petit peu de l'extérieur, mais aussi un petit peu de l'intérieur, pour donner son point de vue sur ce débat. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans notre écosystème de l'information ? Merci, je vous présente juste 2 secondes l'ODI. L'Observatoire de la déontologie de l'information, c'est un observatoire qui regroupe les journalistes à travers des syndicats de journalistes, d'associations, etc., des entreprises de médias professionnels, Le Monde en fait partie, Radio France en fait partie, et bien d'autres encore, tous médias confondus, presse, radio, télé, internet, et puis des associations de consommateurs d'informations, je vais les appeler comme ça, essentiellement les associations de lecteurs ou les associations éducatives, etc. La Ligue de l'enseignement, la Société des lecteurs du monde, celle de Sud-Ouest qui nous accueille ici aussi, fait partie de l'ODI, etc. J'en suis le président parce que je suis un peu l'expert, j'ai 3 vice-présidents, un journaliste, une chef d'entreprise et une représentante du public pour bien montrer que, voilà, c'est ça. Donc, ce qui nous intéresse évidemment, c'est qu'on sent depuis quelques années que les médias sont mis en cause et qu'ils ont besoin de prouver leur professionnalisme, leur véracité pour reconquérir un tout petit peu la confiance du public, des publics. Et c'est en ça que l'observation de règles déontologiques strictes qui sont dans toutes les chartes qu'on trouve partout sur Internet ou ailleurs, mais qui sont toutes les mêmes à peu de choses près, permet de montrer que le journalisme, c'est pas une activité simplement on poste des contenus comme ça n'importe comment et puis on verra bien après. C'est une activité qui est au cœur même de la démocratie, qui est nécessaire. Il n'y a pas, quand on a voté la loi de 1881 sur la liberté de la presse, l'orateur le plus célèbre disait « Il n'y a pas de démocratie sans droit du peuple à être informé ». Et c'est ça qui fonde l'utilité sociale du journalisme, et c'est ça qui est le point central du journalisme. Et il n'y aura pas de journalisme vivant et d'entreprises de médias qui feront du journalisme vivant, parce qu'il faut des entreprises pour payer les journalistes qui sont des salariés comme les autres. Et il faut donc que tout ça marche ensemble et que ça se prouve par des règles déontologiques qui sont relativement simples. On les a entendues, elles sont subliminales dans tout ce qui a été dit jusqu'à présent. C'est la vérification, la double vérification, ne pas céder aux rumeurs, faire en sorte que, etc. On vérifie d'abord, il vaut mieux être un tout petit peu plus lent que le voisin, mais dire quelque chose de sûr, etc. etc. Toutes les témoignages doivent être sourcés, même si on doit préserver le secret des sources quand on peut mettre en danger une source, etc. Toute une série de choses comme ça qui sont des choses simples, mais qui permettent de faire un véritable journalisme de qualité et qui est au service du public et au service de la démocratie. Merci beaucoup.
la difficulté dans ce qui vient d'être dit, c'est que effectivement, lorsqu'il y a des ratés, et il y en a dans l'activité journalistique, ça a un impact beaucoup plus important dans la dégradation de l'image du journalisme que le nombre de fois où, comme le racontait Hélène tout à l'heure, le Monde aura été en retard pour avoir vérifié une information, et les gens retiendront le dérapage où tel site, telle chaîne d'infos, etc., aura foncé pour être le premier et avec une information fausse. Et ça, c'est l'un des pièges de notre époque de vitesse. Enfin bon, on parlait déjà de vitesse au début du XXe siècle, donc nous ne sommes que dans pareil, une fois de plus, dans la répétition de choses anciennes. Je voudrais ouvrir le débat à la salle. Je pense qu'il y a sûrement des questions, des points de vue, des commentaires à la fois sur ce qui a été dit, sur vos pratiques à vous, de lecteurs, de citoyens, par rapport à ce que vous lisez, à la manière dont vous appréhendez tout ce phénomène des rumeurs, des fausses informations, etc. Qui veut prendre la parole le premier ? Oui. Alors, il y a déjà quelqu'un, s'il vous plaît, là au milieu, de l'autre côté. Oui. Merci. Attendez, il faut appuyer sur le petit... Voilà. Il n'a pas été branché. C'est bon ? Non. Allez-y. Allez-y, marquez. Parlez dedans. Une information et un démenti, ça fait deux informations. Alors, première question, comment rendre plus présent le démenti, parce que vous faisiez allusion à M. Pujadas, est-ce que le lendemain il a démenti ici? Bon, deuxièmement, est-ce que aussi il y a un problème avec les médias qui donnent la parole à des auditeurs? Or, j'ai encore constaté ce matin, ayant pu prendre dans mon hôtel une radio qui fait appel aux auditeurs pour tout et n'importe quoi, que les gens disent n'importe quoi. Mais l'auditeur peut croire que, puisque ça vient de la société civile, ça a une valeur réelle. Et troisièmement, quelle relation faites-vous entre la fausse information et les éléments de langage? Ah, c'est des bonnes questions, merci. Je répondrai sur la première question du démenti et de reconnaître ses torts. Je pense que c'est un des grands problèmes de la presse, c'est que il y a un observatoire de la déontologie, mais il n'y a pas d'ordre, il n'y a personne qui est là pour sanctionner et il n'y a pas de conséquences. On peut dire des choses fausses et il n'y a pas de conséquences derrière si notre rédaction ne nous sanctionne pas. Et ça a été le cas pour David Pujadas. À aucun moment, il n'est revenu sur ces faits-là. Il y a eu une autre histoire. Bon, je n'ai rien contre David Pujadas, mais il se trouve que c'est aussi au journal de 20h qu'il y avait eu un sujet très polémique sur un café à Sevran, soi-disant interdit aux femmes. Il y a eu beaucoup de contre-enquêtes pour montrer que ce n'était pas vrai. À aucun moment, le journal de France 2 ou même la rédaction de France 2 n'a fait un communiqué pour dire oui, nous sommes allés trop vite ou nous reconnaissons nos erreurs. Et je pense que c'est un des mots les plus importants et qui crée cette méfiance. Parce que effectivement, ça vaut aussi pour tous les journalistes politiques qui se sont trompés ou qui n'ont pas vu venir, que ce soit François Fillon, que ce soit même Emmanuel Macron. Combien étaient-ils? Les gens faisaient partie à dire c'est qu'une bulle, ce n'est rien, ça va. Ce qui montre quand même un certain éloignement de la réalité du terrain. Et ces mêmes éditorialistes politiques continuent à être sur les plateaux télé aujourd'hui, à analyser ce qui se passe, alors qu'ils se sont trompés et qu'il n'y a pas eu de sanction, qu'il n'y a pas eu de réaction, il n'y a pas eu de conséquences à ces actes-là. Et je pense que c'est quelque chose qui est très dangereux, effectivement, pour notre profession.
Sur la deuxième question que vous posiez là, sur la parole des auditeurs, c'est effectivement une autre question qui est intéressante parce que nous, on est journalistes sur le web beaucoup, enfin moi je le suis depuis plus de 10 ans, et c'est vrai que moi je suis arrivé au moment où justement on parlait du web 2.0, c'est un mot un peu ringard aujourd'hui, mais à l'époque c'était beaucoup la participation des internautes, du public à l'information. Pierre Aski, quand il a lancé Rue 89, c'était l'info à 3 voix avec l'info des internautes, et c'est vrai que c'est quelque chose qui à la fois était très riche, qui permettait à plein de gens de s'exprimer, mais qui a été là aussi récupéré notamment par les auteurs de fake news. Un des phénomènes qu'on a vu pendant cette campagne qui est assez intéressant, c'est le fait d'utiliser des espaces participatifs. Vous savez, vous pouvez écrire sur un blog sur Mediapart ou sur l'Express. Et ben nos auteurs de fake news, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils allaient mettre un truc faux sur le blog de Mediapart, la rédaction de Mediapart le censurait, et ensuite derrière vous disiez regardez, Mediapart a censuré cette information qui disait la vérité sur etc. etc. Et on utilise la marque Mediapart pour faire croire que c'est une info de la rédaction, alors que c'est une info qui a été mise sur un espace participatif. Donc c'est intéressant de se poser la question aussi de quelque part l'utopie du participatif d'Internet et de sa confrontation au réel, et du fait que peut-être que voilà qu'aujourd'hui on est dans une période où il faudrait se réinterroger là-dessus, sur la participation et sur peut-être le désenchantement et la réalité qu'il y a derrière. La difficulté quand même de ce dont nous parlons, c'est que autrefois, les journalistes avaient le monopole de la parole, puisque pour s'exprimer, il fallait avoir un journal, une radio, une télévision, donc des investissements importants et des autorisations parfois, etc. Aujourd'hui, ce monopole a disparu. Et aujourd'hui, toute personne qui a un smartphone et peut être aussi un émetteur d'informations. Parfois sans le savoir. Si vous faites un tweet pour dire qu'il se passe telle chose à Couture, bah, vous émettez une information et vous n'en avez pas les responsabilités qui sont attachées à la pratique journalistique. Sauf que votre information, elle circule de la même manière. Donc on est dans cet équilibre très complexe. Et ce que Nicolas disait tout à l'heure est parfaitement juste, c'est que, et Samuel a rappelé que Rue 89 avait été fondée sur cette participation, c'est que les extrêmes, quels qu'ils soient, les lobbies, les groupes de pression, les groupes militants, les gens qui ont un agenda, se sont emparés de cet outil et ont chassé progressivement les gens qui voulaient honnêtement et sincèrement participer à la production de l'information. Et on s'est retrouvé avec... Vous voyez, nous on avait par exemple, vous avez... on sort de la campagne électorale, mais vous avez tous les gens qui contestent ce qui s'est passé le 11 septembre aux États-Unis et qui disent mais pas du tout, c'est la CIA ou c'est le Mossad ou c'est un tel qui a organisé cet attentat. La preuve, c'est que l'immeuble s'est écroulé à telle vitesse. Voilà, il y a plein d'arguments. Nous, on s'est rendu compte à un moment que les gens qui défendent ces thèses venaient sur notre site. Dès qu'on parlait des États-Unis, mais même pour parler d'un film américain, ils disaient « Ok, il est très bien votre film, mais vous ne parlez pas des tours qui se sont écroulées à la vitesse machin, ce qui est bizarre et qui prouve que, etc. » Et à un moment, bah, les commentateurs qui avaient envie de parler du film, bah, ils disent « Ok, je passe mon chemin, je ne viens plus partager mon sentiment sur ce film parce que c'est pollué par tous ces gens. » Et donc il y a eu ce qu'on a vu apparaître, nous, au bout de 2-3 ans d'existence du site, on a vu comme ça une déferlante de groupes qui se sont emparés de cette dimension et qui l'ont finalement tué. Et ce que vous décrivez sur la radio appartient à cette catégorie, avec en plus les radios qui se font piéger régulièrement. La personne qui pose une question anodine, qui est donc sélectionnée, puis une fois qu'elle est à l'antenne, se révèle être d'un groupe partisan qui veut faire simplement passer son message, etc. Moi, par rapport à la première question, quand on me demande toujours au niveau... des fake news, moi on m'a beaucoup apostrophé là-dessus, de dire mais les médias aussi font des fake news, nanana. Et je dis toujours, mais la seule différence pour moi entre une fake news et non fake news des médias, c'est que le média, normalement, quand il se gourre, il se dit qu'il a dit qu'il se gourre. Et donc il remet une chronologie dans le temps. Et ça, l'extrême droite ne le fait jamais en disant je me gourre. Ils sont, oui mais non, c'est pas tout à fait vrai, oui mais etc. Ils remettent dans le contexte. Donc pour moi, c'est ça la principale différence qui doit rester et qui doit être le fondement même. Et moi je suis pas journaliste, je suis de la communication, ce qui me permet d'embrayer sur la troisième question, qui sont, est-ce que les éléments de langage sont des fake news? Alors d'une part, les éléments de langage,
quand même assez vieux, mais maintenant c'est démocratisé. Je sais que dans les équipes de campagne des différents candidats, on parlait plutôt maintenant d'éléments de riposte. Donc en gros, est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas? Et 2, si on y va, qu'est-ce qu'on dit plus ou moins? Et il n'y a plus d'éléments de langage. C'est on y va ou on n'y va pas, et comment est-ce qu'on y va, plus ou moins remettre, et puis chacun y va comme il veut du moment qu'il arrive au même endroit. Et puis sur la deuxième question, qui est pour moi essentielle aussi, mais pas vraiment pour la radio, c'est qu'aujourd'hui, on a des journalistes qui ont tous une obligation presque d'être présents numériquement, qu'on leur laisse plus ou moins dedans. D'ailleurs maintenant on les prend, c'est un critère de recrutement, on regarde un peu le compte Twitter, etc. Mais on les laisse complètement seuls. C'est-à-dire qu'en gros ils peuvent subir des pressions. Je sais que Samuel Laurent en a beaucoup, je connais très très bien pour avoir eu quand même Van Der Bies qui est en trending topic sur Twitter, pas le mot le plus truc, juste avec les gens qui parlaient sur moi pour certains décryptages. Et reçoivent des pressions. Et des pressions, et des pressions, et des pressions. Et c'est un enjeu, actuellement. C'est d'envoyer des pressions, soit en le décrédibilisant, les Russes font ça très très bien, soit en petit à petit en sommant. Et petit à petit, il va y avoir s'exercer une forme d'autocensure. J'étais à un dîner parisien, une espèce de table ronde, un peu comme ça, où tout le monde était dedans, où il y avait à la fois des journalistes, et il y avait la directrice de la communication de Mélenchon, qui nous dit clairement qu'ils ont utilisé le forum de jeuxvideo.com pour recruter, influencer, récupérer les jeunes et puis se servir de cette masse d'actions pour aller sur les médias. Et là, il y avait le community manager de certains médias, plutôt des périodiques, pas des journaliers, qui disent clairement que quand ils publiaient une info sur Mélenchon, au moment où il allait pas très très bien dans les sondages, là, quand Hamon était bien devant, il recevait des trafics sur le site dithyrambique avec énormément de likes, énormément de partages. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, un journaliste, s'il veut être bien, il doit avoir beaucoup de partages, beaucoup de clics, beaucoup de vues et autres. Et donc, mécaniquement, forcément, l'angle de l'info prenait tu ferais pas un peu de Mélenchon, parce que ça nous fait du trafic sur le site. Deux community managers de 2 mensuels différents qui disaient la même chose dans les rédactions. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on est dans une logique de trafic. Et donc, s'exerce petit à petit par cette logique de on veut un peu plus de gens, on veut du trafic, on veut de l'interaction, mais on ne compte que mathématiquement ça. C'est pas de l'engagement. En fait, mécaniquement, le chemin et la sélection de l'information changent. Et ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux pourquoi ? Parce que pour l'instant, comme j'ai dit, il y a de la professionnalisation, mais de manière très amatrice. Quand ils vont comprendre que par ces artifices-là, et en comprenant plus la sociologie du journaliste, ils vont pouvoir faire la pression, et moi je suis un communicant, donc je réfléchis comme ça, hein, là on risque d'avoir des dangers. Est-ce qu'il y a une autre... Oui, alors, monsieur devant, ensuite... Désolé. Juste deux petites remarques. Pour les commentaires, à l'époque de Slashdot, on appelait ça les trolls et ils ont mis en place des notations de commentaires, ce que je crois n'est à peu près jamais mis en place sur les sites de news. Sur Rue 89 le fait. Ouais, les petites boules, mais vous ne mettez pas de moins. Vous faites disparaître les trolls. Voilà, donc bon, voilà, j'étais étonné. Le deuxième chose, c'est en rapport avec les études scientifiques qui est souvent pris par parole d'évangile par les médias, qui ne cite très rarement qui a payé l'étude et à quel point elle est différente du consensus scientifique ou pas, ce qui peut amener des trucs assez marrants, outre la simplification, mais ça, bon, les journalistes ne sont pas des experts scientifiques non plus. Sur les commentaires, c'est un débat, effectivement, qu'on a... En tout cas, c'est un questionnement qu'on a toujours eu au Monde. Par exemple, au Monde.fr, les commentaires ne sont ouverts qu'aux abonnés. Ce qui limite quand même, quand vous allez voir les commentaires du Figaro qui sont ouverts à tout le monde, c'est pas du tout la même ambiance. Déjà, il y en a beaucoup plus, il y a des propos beaucoup plus outranciers, et effectivement, la question revient souvent de finalement, est-ce qu'ils servent à quelque chose ces commentaires aussi, au-delà même de les noter ? Est-ce que, alors, il y avait un exemple d'un média américain qui avait décidé dans une section je crois que c'était dans la section sport de son site, de carrément supprimer les commentaires. Et c'est vrai que c'est une question à laquelle j'ai pas de réponse, mais qui m'interroge, parce qu'à la fois il y a parfois des choses très intéressantes dans les commentaires, il y a parfois des gens qui, en toute bonne foi et qui relèvent des erreurs, et ils ont raison, et les erreurs sont corrigées dans l'article, et grâce à eux, il y a des débats qui se créent sur
pendant la campagne présidentielle, le moindre article sur Macron suscitait des dizaines, voire des centaines de commentaires. Et en fait, moi, spontanément, je me disais, ah oui, c'est les équipes de Macron qui viennent commenter, enfin, ça doit être très militant. Et en fait, c'était très intéressant, c'était vraiment un débat qui s'engageait entre gens qui s'exprimaient de manière très cordiale, des pour, des contre. Et donc, supprimer ces commentaires, enfin, c'est un questionnement qu'on a depuis toujours et à laquelle, moi, j'ai pas vraiment de réponse. Je sais pas, Samuel, si... Oui, c'est une question qui partage les médias. Il y en a qui ont fermé les espaces de commentaires. C'est effectivement une question qu'on se pose régulièrement sur le monde. Des ateliers, ça doit faire au moins 3 ou 4 ans qu'on a des ateliers sur qu'est-ce qu'on fait des commentaires, comment on les réforme. Et honnêtement, je pense que comme beaucoup de journaux dans le monde, on ne sait pas comment faire. On ne sait pas comment les valoriser non plus. Ce qui est dommage parce qu'il y a des commentaires très intéressants. Mais on a beaucoup de mal à articuler ça. D'autant plus que maintenant, le commentaire se fait aussi sur les réseaux sociaux et le débat se fait aussi sur les réseaux sociaux. Donc ça pose aussi cette question des doubles espaces qu'on a. Question pour toi, parce que les décodeurs, quand ça a été créé, il y avait aussi cette volonté de dire interpellez-nous, et il y a cette adresse mail qui est disponible sur le site. Est-ce que vous recevez beaucoup de commentaires et quel genre de commentaires vous recevez ? Alors oui, on peut nous contacter, on fait des lives également pour que les gens nous posent des questions, on reçoit des choses, il y a une bonne part de choses qui sont militantes, qui sont par exemple les révisionnistes du 11 septembre qui sont toujours là pour vous dire et pourquoi vous ne parlez pas des Twin Towers et du fait que le métal n'aurait pas dû fondre à cette température, je sais pas quoi. Vous avez évidemment plein de groupes militants, mais vous avez aussi là récemment, on a fait le test sur les vaccins, parce que c'est un sujet qui suscite beaucoup d'angoisse et beaucoup d'intox, de laisser aux gens un mail pour qu'ils puissent nous poser des questions. J'ai pas compté, on en était à plus de 200. Et il y a des centaines et des centaines de questions, et c'est très intéressant pour nous aussi de nous rendre compte que, d'une part, c'est un peu ce qui a préludé la création des décodeurs, c'était de se dire, quand on a commencé à faire des lives participatifs et autres, que les questions que nous posait notre public n'étaient pas les questions que nous, on se posait, et pas du tout, des fois. Et je me souviens d'une fois où c'était Hollande encore qui annonçait le CICE. Nous, les journalistes, on était là, mais alors est-ce que c'est le virage libéral du quinquennat, etc. Les questions qu'on nous posait, c'était, mais c'est quoi les charges sociales ? Donc il y avait un vrai besoin d'explication de quoi on parle en fait. Et ça c'est assez intéressant de s'apercevoir, et pour ça c'est extrêmement utile, les commentaires et enrichissants, quelles sont les vraies questions que vous posez, et qui ne sont pas forcément les mêmes que nous, quoi. Donc je pense que ça c'est quelque chose qu'il faudra arriver à garder, mais comment le valoriser et comment le sortir un petit peu du marécage militant dans lequel ça s'enfonce souvent, c'est un défi sur lequel on a encore du travail, je pense. Oui, moi je suis un lecteur de base, inondé d'informations, très inondé d'informations, de plus en plus inondé d'informations. J'ai un petit problème avec la vérité, mais c'est mon problème personnel. J'ai encore un peu de temps pour le régler. C'est bien de le reconnaître. Je ne sais pas ce que c'est que la vérité. Moi, je ne sais pas. Maintenant, la post-vérité, alors là, c'est un concept complètement largué. Par contre, ce qui m'intéresse, on parlait de la rumeur, mais vous, quelque part, dans ce que vous dites, vous participez au phénomène de la rumeur. C'est-à-dire que vous vous imprégnez d'une rumeur, vous la disséquez, vous l'emmagasinez, vous essayez de trouver un peu déontologiquement comment vous vous débrouillez avec. Le coût des commentaires, moi qui ai des commentaires, que je puisse faire des commentaires, au contraire, ça m'intéresse. Par contre, c'est votre affaire d'utiliser ce foutu commentaire. Soit il vous sert, soit il ne vous sert pas dans votre réflexion. Maintenant, ce qui me paraît important, c'est c'est relater des faits pour moi, une information. C'est je suis machin, j'ai assisté à, et je vous le relate à ma manière, et je signe. Maintenant, je suis machin, j'ai travaillé un petit peu avec des commentaires, je me suis fait une petite analyse, mais c'est mon analyse à partir du matériau que j'ai utilisé. Et je m'appelle machin et je vous le délivre. C'est pas la vérité, c'est mon point de vue, et c'est ce que je vous donne. Et moi, ça me permet, en tant que lecteur ou consommateur d'informations, de me faire ma propre idée. Ce mec-là, il a écrit un truc, c'est machin, il a ce point de vue. Si en plus j'ai un espace pour dire ce que j'en pense de ce qu'il a dit, je peux ou alimenter sa réflexion ou lui dire je suis pas d'accord. Mais bon, ça s'arrête là, quoi. Voilà, enfin, c'est les problèmes de vérité, post-vérité. Et je pense que par rapport à tout ce que vous disiez sur la vitesse, maintenant, avant, effectivement, les journalistes avaient le monopole de la diffusion d'une information qui relatait un certain nombre de choses. Maintenant, votre tendance, mais c'est des métiers différents à mon avis, c'est que vous vous alimentez avec des trucs, mais alors là, vraiment invérifiables, grosso modo. Tout ce que vous pouvez faire, c'est constater votre impuissance à dire ça, c'est effectivement de la réalité, ou ce point de vue, il a un peu de l'intérêt. C'est un peu ça, mes réflexions. On va peut-être prendre la dernière question, parce que le temps tourne, hélas, et on doit respecter les horaires. Et puis on va répondre... mais on va prendre deux questions, puis on va répondre globalement. Oui, merci. Moi, j'ai une question pour Samuel, plus spécifiquement. Moi, je suis un
un assidu des décodeurs. Et bon, j'ai cessé de lire les commentaires du Monde parce que je suis abonné, mais j'ai préféré... personne ne m'oblige à lire les commentaires. Mais je trouve qu'on est dans une période de forte dissymétrie entre la rationalité et la croyance. Et les décodeurs, vous faites un super boulot du côté du rationnel, mais pour lutter contre de l'émotionnel. Je veux savoir si vous n'avez pas de temps en temps la tentation d'utiliser les armes de l'émotion en tournant en ridicule les émotions, les informations, enfin les pseudo-informations que vous êtes obligé de démentir. Alors, on enchaîne en fait après cette session. On a une session uniquement avec Samuel. Donc, on va peut-être répondre dans cette deuxième partie, si vous voulez. Et Nicolas va peut-être répondre sur la première. Non, la question de la vérité, c'est quelque chose. Alors, j'ai double casquette, à la fois du côté académique et du côté communication. Je commence avec communication, ça va permettre d'aller plus loin en termes d'académique. Mais communication, nous, par exemple, on communique. On communique des choses qui des fois sont vraies, des fois sont proches de la réalité. Et c'est ça en fait, le truc. C'est que la base, elle est pareille, c'est juste qu'on va angler la chose. Comme un journaliste fait de l'angle, il donne un angle journalistique à la chose. Et donc, effectivement, il n'y a pas toute la vérité, mais la vérité, ça n'existe pas. Et c'est quelque chose que nous, en tant que chercheurs, on s'est posé comme question à travers tout le temps, puisque nous, on recherche. Donc, soi-disant, on est là avec une éprouvette et on doit trouver la vérité absolue. Donc, quand on fait une étude, on doit faire en sorte qu'elle soit, soi-disant, ce soit la vérité, puisqu'on a un processus méthodologique qui est scientifique. Or, de plus en plus, en sciences sociales et autres, on ne s'est pas posé cette question. On dit juste la réalité, elle est construite. C'est le constructivisme. Et elle est construite par le fait que je le vive comme ça ou autre. Et donc, on décrit juste une situation par un processus méthodologique qui soit clair. Comme un journaliste décrit la vérité sur un processus déontologique qui soit clair. Et donc, la question de la vérité, pour moi, n'est pas une bonne question ou une mauvaise question. Elle est juste de relater des faits tels qu'on les a vus, mais jamais un journaliste ne dit qu'il a la vérité à 100%. Il a juste une information où il applique un angle. Et on regarde, je prends un exemple, mais il y a toujours une même info. Par exemple, je me souviens quand il y avait eu le débat sur l'euthanasie, et qu'il y avait eu le truc autour d'un procès. Il y avait une information du Figaro et il y avait une information du Libération. Figaro, c'était prononce la mort de machin. Et l'autre, c'est donne droit à machin. Donc c'est un même fait. Mais le cadrage est différent et le constructivisme est différent. Et c'est aussi ça, et ça permet de vraiment faire la conclusion, c'est aussi ça, la majorité de ce que font l'extrême droite et autres. Ils ne font pas des fake news en grande partie, on en a parlé de 15. Non, ce qu'ils font, c'est le cadrage de l'information. Ils vont appliquer quelque chose où ils vont surligner, vous allez voir énormément ça, ils vont prendre un screenshot de l'article, juste du paragraphe qu'ils aiment, à l'intérieur du paragraphe, ils vont encore surligner juste une certaine partie, et puis ils vont donner un cadrage à ce paragraphe-là. Et c'est ce qu'ils font en grande majorité, et ce qui fait que quand on dit, mais là, vous êtes de mauvaise foi, vous faites des fausses infos, mais non. Pourquoi ? Parce qu'on discute du cadrage et pas de l'info. Et donc si on dit ce que vous dites est faux, c'est pas vrai, ben, il va vous dire mais non, c'est des faits, vous le dites vous-même. C'est sur le cadrage qu'on n'est pas d'accord. Et donc un cadrage, c'est simplement de la neutralité. Et encore, la neutralité n'existe pas. Donc tout est construit et on ne pourra rien y faire. Mais ce sera peut-être le mot de la fin parce qu'on doit conclure cette session, mais c'est vrai que ça rejoint ce que disait Patrick Evenot tout à l'heure sur le lien de confiance qu'il peut y avoir entre un média et ses lecteurs. Et dans une époque où même les faits sont contestés, aux États-Unis, on a parlé de faits alternatifs lorsque Trump contestait les articles de presse qui disaient que la taille de la foule à son intronisation n'était pas aussi grande qu'il le disait, et sa porte-parole a dit ce sont des faits alternatifs. Donc là, ce que vous disiez sur le fait qui conditionne la vérité est remis en cause. Donc c'est ce lien de confiance qui est la clé. À partir du moment où vous savez que vous n'êtes pas trahi par ce média ou par ce journaliste que vous suivez et que vous suivez sur la durée, vous avez la capacité de faire votre propre jugement. On est dans un monde où ces valeurs-là sont extrêmement complexes à solidifier aujourd'hui.
On va devoir mettre fin à cette première table ronde, juste pour vous dire qu'à peu près tout ce qu'on a dit là, c'est ce qui va être déplié pendant les 4 jours, puisque la question de savoir ce que c'est que la vérité, on en parlera avec Pierre Lagrange. La question de savoir si on est à un moment de l'histoire particulier, on en parlera avec Dominique Trudel, qui lui a étudié l'histoire des médias dans d'autres périodes historiques qui ressemblent ou ressemblent pas, qu'on va parler du fact-checking très en détail avec Samuel Laurent, des techniques qui sont mises à l'œuvre dans les réseaux avec Nicolas Van Der Bies de manière beaucoup plus précise. Voilà. Là, ce que vous avez entendu pendant 1 heure, c'est l'espèce de panorama général de ce qui va être déplié vraiment beaucoup plus profondément pendant ces 4 jours. On fait une petite pause. On fait une pause de 5 minutes et on reprend enchaîne donc avec Samuel, puis à midi avec Nicolas. Et voilà. Merci beaucoup et à tout à l'heure.